Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Bonjour à vous. Bonjour Alexis Poulain, bonjour Alexis. Vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Et Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous. Bruno Le Maire et les aides sociales envoyées au Maghreb, ça fait beaucoup parler. On va y revenir avec vous. La réforme des retraites, la contestation continue. Le 1er mai, les concerts de casseroles, la proposition de loi du groupe Lyotte d'une motion de censure et puis l'inflation des prix alimentaires. Que faire? On va essayer d'évoquer tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, peut-être Jean-Baptiste Moreau. C'est un coup de cœur dans votre secteur. Une fois n'est pas coutume dans mon secteur, pour saluer l'élection d'Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA, donc du principal syndicat agricole, qui a eu lieu en fin de semaine dernière, et donc par là même saluer l'action de celle qui l'a précédée, à savoir Christiane Lambert, qui pendant 6 ans a été de tous les combats et de tous les fronts, et réaffirmer que la FNSEA, contrairement aux critiques qui lui sont souvent faites et aux clichés qui lui sont collés sur le dos, est tout sauf un syndicat représentant l'agro-business, comme j'entends maintenant les nouveaux éléments de langage notamment de la France Insoumise, mais c'est un syndicat qui est riche de sa diversité, qui est le principal syndicat agricole, qui est un interlocuteur essentiel du gouvernement, parce que il représente un grand nombre d'agriculteurs, parce que contrairement aux autres professions, les agriculteurs sont énormément syndiqués auprès de la FNSEA, auprès de la fédération départementale, puis auprès de la fédération nationale, et donc ils ont une représentativité qui est relativement conséquente, ce qui en fait un interlocuteur essentiel et incontournable pour le gouvernement, qui a depuis longtemps compris, contrairement au schéma qui en est fait, que la lutte contre le changement climatique c'est essentiel, parce qu'ils sont eux les pieds dans les bottes et ils sont confrontés tous les jours sur le terrain, les agriculteurs et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et qui est quelque chose de non dogmatique, justement, qui est très pragmatique, qui est représentant de la diversité de l'agriculture française, contrairement à ce qu'on leur dit souvent. Ce sont pas uniquement de vilains productivistes, et encore faudrait-il que le productivisme soit vraiment vilain, parce que j'en suis pas convaincu. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de souveraineté alimentaire sur notre pays, puisqu'on n'est plus souverain dans beaucoup de productions agricoles, et aujourd'hui, la FNSEA et Arnaud Rousseau, que je connais bien et depuis 16 ans, parce que j'ai déjà travaillé avec lui, étant donné qu'il était président directeur général d'Avril, qui est le principal producteur de biocarburants aujourd'hui en France, et va prendre brillamment le relais, j'en suis certain, parce qu'il a beau être céréalier en Île-de-France, il s'est entouré dans son bureau d'un certain nombre d'éleveurs, du Massif central notamment, et d'un certain nombre de producteurs de différentes productions. Je pense à Jérôme Despé, qui reste vice-président et qui est viticulteur dans l'Hérault. Donc voilà, la FNSEA représente l'ensemble des productions agricoles, l'ensemble de la diversité des agricultures, et pas seulement un seul type d'agriculture, contrairement à ce qui est dit, parce que l'agriculture est diverse et que c'est sa force, et c'est la force de l'agriculture française. Sortir des caricatures, voilà. En tout cas, vous avez présenté qui était Arnaud Rousseau. Voilà, et j'ai été traité longtemps de lobbyiste de la FNSEA. Je ne suis pas lobbyiste pour la FNSEA. J'ai été syndiqué en tant qu'agriculteur à la FNSEA, mais jamais d'engagement syndical. Mais je sais reconnaître les hommes et les femmes de valeur, et que ce soit Arnaud Rousseau ou celle qui l'a précédé, Christiane Lambert, ce sont des gens de valeur et avec lesquels on a eu des désaccords, mais qui ont toujours des argumentaires construits et avec lesquels il est toujours enrichissant de discuter. Alors, Gaëtan Dussaucet, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur l'inertie et l'immobilisme du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre les déserts médicaux. Pour faire juste redresser un petit peu le portrait et le contexte quand même de la situation, on a en France du coup 8 millions de Français qui sont concernés, qui vivent dans un désert médical. Il faut savoir concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans certains départements, notamment celui des Vosges, vous avez un certain nombre de personnes qui se retrouvent à 15 voire 30 minutes de voiture, non pas seulement de distance vis-à-vis d'un médecin ou d'un centre hospitalier, mais même vis-à-vis tout simplement d'une pharmacie. Donc c'est évidemment un quotidien qu'on connaît et dont on parle assez régulièrement et qui est très difficile. Alors il y a pas mal de collectivités locales, notamment des départements, des municipalités qui essayent de faire un peu ce qu'elles peuvent avec les moyens et les compétences qui sont les leurs. Je pense notamment à des réductions sur les loyers, à la mise en place de complexes et d'établissements collectifs pour inciter justement peut-être des jeunes médecins qui peuvent appréhender un peu la vie dans la ruralité, bien de ne pas se sentir trop seuls et d'être accompagnés avec des professionnels du même secteur. Mais tout ça évidemment c'est pas suffisant et c'est vrai que
le gouvernement, c'est d'ailleurs Marine Le Pen a eu l'occasion, lors de son entretien avec Elisabeth Borne, de revenir sur ce sujet et de l'alerter. Eh bien, on se rend compte que depuis 6 ans maintenant qu'ils sont au pouvoir, font très peu de choses en la matière. Et il y a notamment cette mesure, c'est des médecins d'ailleurs qui nous en ont parlé, et il y a un certain nombre d'ordres de médecins aussi qui nous en font part assez régulièrement. Il faut savoir qu'en France, vous avez à peu près, je crois que c'est 123 000 médecins qui sont en activité. Mais des médecins en retraite, donc il faut ajouter à cela, il y en a 80 000. C'est-à-dire à peu près 40% de ceux qui sont aujourd'hui en activité. Alors évidemment, le but n'est pas non plus d'aller faire travailler des personnes jusqu'à 85 ans. Non. Donc si je m'en tiens seulement à ceux qui ont moins de 75 ans, on peut compter à peu près 63 000 médecins disponibles. Il faut savoir qu'il y en a déjà aujourd'hui une partie de ces jeunes retraités médecins, à peu près à horizon, je crois que c'est 10% d'entre eux, qui travaillent de façon partielle pour justement combler les vides et les manques qu'on peut avoir dans un certain nombre de territoires. Mais force est de constater, c'est pas suffisant. Alors il y a des mesures qui peuvent être prises. On pense à l'exonération sur l'impôt des revenus liés à leur activité. On pense aussi à une suppression ou exonération d'un certain nombre de charges et de cotisations qui pourraient les inciter à reprendre du service. Il y a une loi qui a été votée dans ce sens pour les inciter à reprendre une activité. Il y a des incitations fiscales aujourd'hui, mais qui ne vont pas malheureusement assez loin. Le problème, en fait, c'est qu'on a été très longtemps au Rassemblement national, et on n'est pas les seuls d'ailleurs, à avoir dit que le numerus clausus, qui était très fort, allait nous empêcher d'avoir des médecins et d'avoir des jeunes médecins à envoyer. Sauf que, évidemment, le temps de formation et les non. Et donc, pour pallier à ça, on a deux solutions. C'est ou bien on incite les jeunes retraités, les jeunes médecins retraités à reprendre un peu de service avec des échanges, on va dire, financiers, ou bien alors on fait appel à des médecins étrangers, ce qui a été malheureusement un peu la tasse de thé et la politique des gouvernements depuis maintenant 30 ou 40 ans. Non, je connais bien la situation venant du département de la Creuse et des déserts médicaux, on connaît ça par cœur. Aujourd'hui, alors, on a deux problèmes. D'abord, il y a des pharmacies. Il y a un maillage de pharmacie qui est relativement bon parce que justement, on a le passé, sauf qu'ils sont plus adossés souvent à des cabinets médicaux. Du coup, ils sont en difficulté. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qui doivent s'amplifier sur la téléconsultation accompagnée justement par les pharmaciens, qui sont des praticiens et qui sont capables d'accompagner le patient pour pas qu'il se retrouve seul, parce qu'on a une population assez âgée, nous, sur un département comme le nôtre, et donc qui peuvent accompagner le patient dans la téléconsultation, parce que c'est pas forcément inné la téléconsultation. Et on a vu pendant le Covid que la téléconsultation s'était beaucoup développée. On a effectivement supprimé le numerus clausus en 2018, hélas trop tard, je pense qu'il aurait fallu le faire plus tôt, parce qu'il faut effectivement 10 ans pour former des médecins, et du coup on est dans le dur aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses, de pratiques sur les exonérations. Nous on est en zone, ce qu'on appelle en zone de revitalisation rurale, il y a déjà beaucoup d'exonérations, mais le problème c'est qu'il manque globalement de médecins généralistes, et il faut inciter les jeunes étudiants à aller vers la médecine générale, parce que bien souvent ils préfèrent des spécialités plus rémunératrices et plus intéressantes que aller faire de la médecine générale, notamment en campagne, où souvent ils se retrouvent isolés. Donc effectivement les mairies ont beaucoup investi dans les cabinets médicaux, dans les maisons de santé où vous avez 5 ou 6 médecins qui se relaient avec des assistantes médicales, mais ça reste à amplifier effectivement. Mais on a pris beaucoup de retard effectivement. Et 2018, c'est hier, mais on en a au moins pour jusqu'à 2030 à avoir vraiment des pénuries. Et encore faut-il que l'ouverture du numerus clausus traduise par une augmentation du nombre de médecins généralistes et pas une augmentation du nombre de médecins spécialistes ou qui partent travailler dans des labos. C'est pour ça que l'imposition d'installation, tous les médecins nous disent, c'est vraiment la mauvaise solution, parce que ça va juste inciter les médecins à aller vers d'autres choses que la médecine générale, c'est tout. Ou alors il faut obliger toutes les spécialités partout, quoi. On va continuer à commenter l'actualité avec vous. À tout de suite, 9h12 sur Sud Radio. Valérie Expert. Et nous continuons avec Kevin Bossuet, Jean-Baptiste Moreau, Alexis Poulain et Gaëtan Dussaucet. Un mot, vous parliez des déserts médicaux. J'ai un ami qui a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, qui fait partie des grands hôpitaux parisiens. Mais il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de couverture à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En tout cas, il n'y en a plus en ce qui le concerne. C'est quand même, ça fait partie des choses qu'on accumule petit à petit au quotidien sur les dysfonctionnements. Donc, quand on parle de désengorger les urgences en 100 jours, permettez-moi d'avoir un doute sur le sujet. Alexis, vous vouliez peut-être dire un mot sur ce qu'on évoquait, déserts médicaux et autres? Oui, c'est-à-dire c'est aussi sur mon coup de gueule sur les 100 jours et l'édito de ce matin. Pourquoi vouloir à chaque fois avoir des formules marketing comme le régime en 15 jours, les recettes pour avoir des abdos en béton, etc. C'est de la politique, c'est du temps long. Le numerus clausus fait qu'on arrive là, mais il y a aussi le choix du néo-management public qui fait que l'hôpital est devenu un hôpital de flux, qu'il fallait gérer avec les pénuries de soignants, mais aussi de moyens. Et aujourd'hui, on a l'impression que d'un claquement
claquement de doigts parce qu'on va faire de la com, ça va être magique. Il y a un vrai danger. La réalité, c'est que on manque de moyens, qu'on va dérembourser certains traitements ou ustensiles pourtant très utiles dans le traitement de certains cancers. Enfin, on marche sur la tête et ça continue. Et c'est pas la communication politique qui va y changer quoi que ce soit, malheureusement. Ce sera pas 100 jours, ce sera des années, avec un investissement long, avec de la formation, avec beaucoup de nouveaux soignants, où on arrivera à remettre l'hôpital sur pied, mais certainement pas avec des formules creuses. Oui. Alors, votre coup de gueule, Alexis, ou coup de cœur, peut-être? Alors oui, les deux, parce que à la fois les chants traditionnels et les chansons, c'est très bien, c'est cette vidéo qui n'est pas un fake, où on voit Emmanuel Macron se baladant dans Paris après son allocution et chantant avec les jeunes de l'application Canto un chant qui s'appelle Le Refuge. Problème, l'application Canto a été financée par le ministère de la Culture à hauteur de 40 000 €. Et deuxième problème, cette application a hébergé des chants du Troisième Reich, chants de la Wehrmacht, donc ça pose un peu problème. Et troisième problème, c'est cette mise en scène permanente d'Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il a envie de chanter, mais il sait très bien que là, les jeunes vont le filmer, vont le poster sur les réseaux sociaux. Lui se met en scène dans une proximité alors qu'il ne sait pas qui ils sont. Ça, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être sait-il, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est pas forcément la place du président de la République après une allocution de se mettre en scène de cette façon-là, même si lui va plaider la bonne foi et le fait que cette rencontre s'est faite de manière tout à fait fortuite. Ça fait une super pub pour Canto, avec, comme je le disais déjà, le financement du ministère de la Culture. Mais derrière, c'est cette mise en scène perpétuelle que moi je voudrais critiquer ici. On souhaiterait peut-être davantage de hauteur, davantage de réflexion, et on a l'impression d'une frénésie, d'une course en avant. Emmanuel Macron va sortir quasiment tous les jours, 2 fois par semaine sur le terrain, pour montrer qu'il n'est pas bunkérisé à l'Élysée, qu'il peut aller voir les Français. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est une façon de faire? Moi, ça me rappelle un peu le grand blabla. Il aurait fait le contraire, on aurait critiqué. Alexis, il serait pas sorti, il serait pas sorti de l'Élysée, il irait pas voir les Français en disant oui, il est bunkérisé, il reste chez lui, il sort pas. Non, mais il y a façon de faire et façon de faire. Moi, ça me rappelle vraiment le vol de la parole publique du grand débat. C'est cette mise en scène du corps d'Emmanuel Macron de manière perpétuelle, parce que derrière, ça cache un vide. Le projet, il est clair. Il s'agit d'aller vers du moins social, de sauver la France de la dette. Les agences de notation vont sortir des notes qui vont pas forcément être bonnes. Faut le dire, c'est tout. Et c'est ce qu'il a fait dans son allocution. Résultat, même la majorité est en train de se dire ça sert à rien. Et cette frénésie de communication, pour moi, le dessert davantage qu'elle le sert. Non, mais sur la note, il l'a déjà dit, en plus, lors des précédentes allocutions pour justifier la réforme des retraites, notamment d'ailleurs, ce qui n'a pas été forcément compris. Non, mais là, il est interpellé dans la rue. Il n'aurait pas répondu à l'interpellation. Les gardes du corps seraient venus foutre les gamins au sol. Il aurait eu la même vague de critique. Donc, il ne faut pas le critiquer de tout et son contraire. Je comprends que le Macron bashing soit le fonds de commerce d'Alexis, mais quand même, il faut un peu sourire, il faut se décomplexer. C'est pas grave, il a chanté un petit peu. Il y a des choses plus graves. Moi, j'aime bien, Alexis, vous entendre sur le fond, et vous êtes souvent très pertinent, donc continuez là-dessus. Macron qui chante, on s'en fiche. Vous trouvez que c'était anecdotique? Je suis d'accord, on s'en fiche. Mais c'est la mise en scène, ce que vous dites. Alors, on continue. Voilà. Kevin, vous, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre la déferlante de critiques qui est en train de toucher Hugo Clément, car monsieur Hugo Clément qui n'est pas forcément quelqu'un que vous défendez. Mais m'a bloqué sur Twitter. Moi aussi, mais ça vraiment faire partie du camp du bien, Hugo Clément. Bloqué par Hugo Clément sur Twitter. Donc voilà, un coup de gueule contre la déferlante de critiques qui touche Hugo Clément, parce qu'il a osé, militant écologiste, animaliste, parce qu'il a osé, lors d'une soirée organisée par Valeurs Actuelles, débattre avec Jordan Bardella sur l'écologie. Donc il y a eu plein de critiques sur les réseaux sociaux. Aurélien Taché a parlé de caution écologiste de l'extrême droite. Une députée LFI NUPES, Nadège Abomangoli, a parlé d'écofascisme. On voyait des termes comme raciste, fasciste, etc. Évidemment, c'est parfaitement ridicule. D'ailleurs, Hugo Clément s'en est amusé puisqu'il a tweeté. Il a dit: je suis passé du statut écolo bobo gaucho à militant d'extrême droite en 24 heures. Il a conclu: ces gens sont tarés. Mais j'ai envie de dire à Hugo Clément, bienvenue dans le monde merveilleux du sectarisme d'extrême gauche, où ces gens ne veulent débattre, mais qu'avec des gens qui ne pensent comme eux. Donc finalement, il n'y a plus de débat, il n'y a plus que des monologues. Et on le voit partout.
partout. Là, encore récemment, la ministre de la Culture qui veut censurer CNews puisque la ligne éditoriale ne lui plaît pas. Le cabinet, Madame Binet de la CGT qui refuse de s'adresser à CNews parce que la ligne éditoriale ne lui plaît pas. J'ai aussi une pensée pour tous ces militants du Rassemblement national, de Reconquête, mais aussi parfois des Républicains ou de Renaissance qui perdent des amis, qui perdent des opportunités d'emploi parce qu'ils osent afficher leurs idées. Et puis même moi, je serai l'extrême droite, donc il y a plein de professeurs qui ne m'adressent pas la parole parce que je défends la République. Et vous imaginez, la République, c'est évidemment l'extrême droite. Mais il y a une chose dont il faut avoir conscience, c'est que ces gens-là étaient peut-être majoritaires il y a encore quelques années, sauf qu'aujourd'hui, ils sont minoritaires. Il y a une majorité de Français qui pensent qu'il y a trop d'immigration, qu'il y a trop d'insécurité, qu'il y a trop même d'étrangers en France. Je crois que c'est 48% des électeurs de gauche pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc maintenant qu'on appartient à la majorité, évidemment qu'on ne fera pas ça vis-à-vis d'eux. Nous sommes des démocrates, on continuera à débattre avec eux parce que nous sommes pour la liberté d'expression et aussi parce qu'ils nous font bien marrer. Et je peux vous dire que débattre avec des gens aussi sectaires, moi, à chaque fois, j'ai une érection en plein vol parce qu'ils sont souvent bêtes, idiots, et ils ont souvent des critiques qui sont très peu pertinentes. Donc voilà, donc je soutiens Hugo Clément. Donc Hugo, débloque-moi, merci. Moi, je soutiens pas du tout Hugo Clément. J'ai critiqué, mais j'ai critiqué plus sur l'argument politique, parce que Hugo Clément est détesté par le monde agricole et en tant qu'animaliste et de faire de la pub anti-élevage. Et donc j'ai expliqué que moi, ça me plaisait bien de voir Hugo Clément ministre de l'Environnement du Rassemblement national. Parce que je pense que le Rassemblement national va perdre beaucoup de voix dans la ruralité, notamment grâce à ça. Pas du tout le sujet. C'était une boutade. Parce qu'il va débattre, je dois vous dire, j'ai déjà dit ici, c'est que les seules personnes qui ont refusé de débattre avec le Rassemblement national sont effectivement des gens, à l'époque, Parti communiste, quand j'étais sur LCI, je me souviens de quelqu'un qui avait fait, un journaliste de l'Humanité en l'occurrence, qui avait fait demi-tour parce qu'il y avait quelqu'un du Rassemblement national, donc qui refusait le débat. Non, mais les leaders de la CGT refusent de se retrouver sur le même plateau que des élus du Rassemblement national. Que ce soit sur CNews ou BFM, ça interroge quand même. Non, mais évidemment que c'est pas parce qu'il va débattre qu'il est d'accord. Mais moi, j'ai repris au vol parce que c'était de l'argumentaire politique facile, une petite vanne facile. Il avait été, Gaëtan Dussaucet. Il avait été particulièrement courageux d'aller là-dedans, à ce débat, parce qu'en plus, c'est un débat pour lequel, on va pas se mentir, je pense que 90% des personnes et des spectateurs n'étaient pas du tout acquis à sa cause. Mais il l'a fait pour essayer de lever les sectarismes et pour essayer de se dire, à partir du moment où en effet vous avez une candidate, Marine Le Pen, qui réunit plus de 13 millions de Français sur sa candidature à une élection présidentielle, eh bien le pire est de les ignorer, de refuser de leur parler. Là où le sectarisme de la gauche en réalité est particulièrement à rebours des tendances et en plus excessivement dangereux, c'est qu'en fait ils ont un peu cette manie, c'est un truc typiquement de gauche, qui consiste à mélanger finalement, à confondre leurs convictions avec la moralité et l'éthique. Et c'est un véritable problème puisque ça entraîne ensuite des sectarismes et ça devient quelque chose d'assez dangereux. Ça n'aboutit qu'à une seule chose, c'est l'absence de dialogue et donc la violence. Et on l'a vu notamment à l'Assemblée nationale. Y compris nous, les macronistes. Ça risque d'aboutir à la victoire de Marine Le Pen. Alexis, vous avez pensé quoi? Vous avez suivi cette affaire? Oui, mais moi j'ai eu droit à un article de Libé parce que je vais aussi débattre parfois sur Télé-Liberté, Valeurs Actuelles, etc. Cette idée qu'on n'aurait pas le droit de débattre dans certains lieux parce que ce serait faire l'apologie des idées des contradicteurs, elle est faussée. Je pense que c'est ridicule. C'est aussi cette absence de débat qui fait qu'on arrive à ces antagonismes forts, à cette radicalité dans la société française. Donc je comprends tout à fait ce qu'a fait Hugo Clément et cette accusation perpétuelle de rouge-brunisme, de rouge-brun parce que on voudrait débattre justement avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est pour moi une oukase stalinienne, communiste. Enfin le côté un peu vous êtes dans la doxa ou pas. On a le droit de ne pas être dans la doxa, on a le droit d'aimer le débat d'idées, on a le droit de pas être d'accord avec les gens. Et justement la beauté de la démocratie, c'est de faire qu'on puisse aller où on veut, liberté de mouvement, et débattre avec qui on veut, liberté de parole. Alors je peux faire un petit coup de cœur pour l'Humanité ce matin, qui a accepté une publicité, qui a été payé une publicité pour LVMH. Donc c'est collector. Je vous conseille d'aller voir ce matin. Donc dans l'Humanité, vous avez une page de pub, la performance de l'engagement, donc une pub LVMH. Donc je sais pas si. Alors si je puis me permettre, je ne crois pas que ça soit une nouveauté, puisque à l'époque de la fête de l'UMA, il existait parfois des défilés de grands couturiers français. Donc c'est pas une première finalement d'avoir une sorte de
de proximité. Même si là, cette fois-ci, je ne sais pas si à l'époque il y avait des cachets entre les grands couturiers de France et la fête de l'UMA et le Parti communiste français, mais c'est pas une première. La performance de l'engagement, les performances de notre groupe, donc LVMH ne sont pas que financières, elles rendent possible notre investissement au service du bien commun. Donc et puis LVMH, avant d'être LVMH, Bernard Arnault, il a fait un grand nombre de PME dans le textile. Moi, je pense à l'entreprise Boussa, qui était une entreprise de chez moi. C'est Bernard Arnault qui l'a sauvé à l'époque. Donc, voilà, il a fait aussi beaucoup pour l'emploi sur le territoire. C'était le clin d'œil de tourner les pages de l'UMA et de voir la publicité LVMH. Et puis un coup de cœur pour Sud Radio, puisque vous savez, toute cette semaine, nous sommes aux côtés du Midi Libre pour la semaine de la ruralité. Et tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin est à Quizac, dans le Gard. Enfin, il a enregistré hier une émission, une rencontre, La Parole aux Français, avec Olivier Biscay. Et c'est passionnant parce que les Français, un peu à la manière des débats qu'il y a pu y avoir, racontent leurs attentes, leurs inquiétudes. Donc c'est tout à l'heure à 10h30 à ne pas manquer sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant et on va revenir bien sûr une actualité politique. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors c'est Bruno Le Maire qui a fait l'actualité hier avec cette déclaration. Écoutez, c'était chez nos confrères de BFM. Nos compatriotes légitimement en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Marine Le Pen sort de ce corps. Non, c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire, Gaëtan Dussaucet. C'est quoi? Il y a le fond et il y a la forme. C'est effectivement politiquement, qu'est-ce que ça signifie Non, mais il y a tout dans cette déclaration. En fait, il y a surtout une hypocrisie et un manque de respect à l'égard des Français qui est criant chez ces ministres de la Macronie de la première heure. C'est-à-dire quand un Bruno Le Maire est capable de nous sortir quelque chose comme ça, alors qu'encore une fois, c'est ce que je disais en début d'émission, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas arrivés seulement il y a 1 an. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir et ils n'ont pas bougé d'un seul centimètre et d'un seul millimètre sur la question de la lutte de la fraude sociale, mais aussi la fraude fiscale. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et ils font semblant de découvrir des choses que c'était dans des rapports du Sénat il y a déjà 5 ou 6 ans. C'était dans l'excellent bouquin du magistrat Charles Pratt sur la fraude sociale. C'était des rapports de la Cour des comptes en 2019 qui estimaient que au plus bas mot, on pouvait estimer à 1 milliard d'euros la fraude liée sur des prestations sociales qui sont dilapidées à l'étranger. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps et qui fait écho à une question que se pose légitimement la majorité des Français, à savoir où passe leur argent. Parce qu'à partir du moment où on est quand même le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus important, que ça soit les taxes universelles comme la TVA, que ça soit les impôts de propriété, les taxes foncières, etc., etc. Et en même temps, vous avez un service public qui ne cesse d'être dilapidé, un hôpital qui est saturé, des salles de classe qui ferment, une sécurité aussi qui recule. Donc cette question, où passe notre argent, est une question légitime à laquelle il faut répondre, mais le gouvernement a perdu toute crédibilité pour y apporter des solutions. On sait que tout ça, c'est juste une opération de communication pour essayer de passer au plus vite la page des retraites, mais les Français sont pas dupes et on sera évidemment là pour leur rappeler. Oui. Je vous trouve un peu dur, Gaëtan. La lumière est en train de s'allumer, on peut la saluer quand même. Enfin, c'est difficile d'avoir confiance quand même. Non, mais je suis d'accord, ils n'ont rien fait pendant 6 ans. Ok, mais je pense que Bruno Le Maire a compris quelque chose de fondamental, c'est que dans notre pays, le système est contesté parce qu'il y a un problème de consentement à l'impôt. Les gens ont l'impression de payer beaucoup d'argent à travers la TVA, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière pour des services, comme vous l'avez dit, qui fonctionnent très mal. Une école de la République qui n'est plus à la hauteur puisqu'elle n'assure plus son rôle d'ascenseur social, un hôpital qui est à l'agonie, une justice qui est lente, des policiers qui sont finalement livrés à eux-mêmes, et ça pose question. Il y a aussi un sentiment d'injustice à travers les aides sociales. Il y a beaucoup de Français qui ont l'impression de beaucoup travailler et de ne jamais bénéficier des aides sociales qui iraient, d'après ce qu'on peut lire, à des gens qui ne feraient pas grand-chose. Donc là, il y a un véritable problème. Et quand on ajoute à ça
la fraude sociale, forcément, il y a tout pour dynamiter le pays. Donc que Bruno Le Maire s'empare de cette question, c'est très bien. Que Gabriel Attal s'empare de cette question, c'est très bien. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir, mais il faut vraiment qu'ils le fassent parce qu'il y a de plus en plus de gens dans notre société qui n'ont plus envie de jouer le jeu. Et là, ça risque de partir en crise des Gilets jaunes. Non, mais il y a eu des choses de fait quand même sur la fraude fiscale. On a récupéré, je me souviens de Gérald Darmanin à l'époque, qui était ministre des Comptes Publics, qui l'avait mis en avant, grâce notamment au prélèvement à la source, notamment, mais grâce à un certain nombre de recherches internationales, on avait rapatrié un grand nombre d'argent issus de ces fraudes fiscales entre 2017 et 2022. Et sur les fraudes sociales, oui, là je ne peux qu'être d'accord avec Kevin, c'est que aujourd'hui les Français veulent avoir plus de transparence sur l'usage des fonds publics et sur où passe effectivement l'argent des impôts. Et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le président de la République. Le sait, enfin, c'est la oui, question, le sait. Le budget de l'État, les deux principaux budgets, c'est l'éducation nationale et l'hôpital et la santé. La fraude sociale, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on en connaît les chiffres? C'est de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros. Oui, mais est-ce qu'on est en mesure de la combattre? Alexis Poulain, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Et notamment les cartes vitales, les fausses cartes vitales, c'est un des... Oui, c'était le livre de Charles Prats sur les fausses cartes vitales et cette fraude sociale, elle n'est pas nouvelle. Le fait que ça sorte maintenant, ça sent quand même le contre-feu rapide pour passer à autre chose après la réforme des retraites, diviser toujours, mettre des sujets brûlants sur le tapis. Bon, ça fait combien de temps qu'ils sont au pouvoir, là, tout le monde, là, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron? Ça fait 5 ans, non? 6 ans? C'est maintenant qu'on sort cette affaire. C'est assez étonnant. Le livre de Charles Prats, je pense qu'il a quelques années déjà. Cette situation, elle a quelques années. Alors, c'était Gabriel Attal qui avait fait le point en disant qu'il y avait quelques avancées dans la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale, parce que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. C'est pas les mêmes échelles du tout. Bruno Le Maire est au budget. C'est maintenant qu'il découvre le sujet. J'ai envie de dire, c'est un peu tard. Donc, la communication, encore une fois, toujours la même. Toujours cette séquence où on va chercher le moment opportun pour sortir un sujet plutôt que de s'attaquer au sujet. Moi, j'en ai marre, en fait. J'aimerais des politiques qui, une fois au pouvoir, agissent sans simplement se mettre en scène ou faire de grandes déclarations. Là, on est dans l'ordre du déclaratif, on est dans l'ordre d'agiter le chiffon rouge pour faire un débat comme on fait ce matin. J'attends de voir les résultats, il n'y en aura pas, il n'y en a jamais, et c'est toujours la même chose. Et Bruno Le Maire, ça fait quelques années qu'il est là au micro des radios pour nous expliquer qu'il va faire des trucs. Bon, ça fait 5 ans qu'on attend des trucs. Kevin, alors après, il y a des mesures quand même qui sont intéressantes. J'ai écouté Gabriel Attal qui dit, par exemple, que les aides sociales ne pourront plus être versées sur des comptes à l'étranger. Enfin, ça doit quand même nous interroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des aides sociales françaises qui sont versées sur des comptes à l'étranger. Il a dit aussi, Gabriel Attal, qu'il faudra attendre 9 mois de résidence en France avant de toucher des aides sociales. C'est-à-dire que des gens qui arrivent depuis 2-3 semaines ont le droit à des aides sociales. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était pendant la crise du Covid. Il y a un papy qui me disait, moi j'ai cotisé toute ma vie, j'ai payé beaucoup d'impôts, je suis malade du Covid, j'arrive à l'hôpital, ils n'ont même pas un lit pour moi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vois? Des gens qui sont là depuis 2, 3, 6 mois et qui ont le droit à tout. Quand j'écoute ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi ça fait 15 ans que j'attends un logement social avec mon enfant. Et il y a des familles qui viennent d'Afrique et qui ont un logement social maintenant. Il ne s'agit pas de stigmatiser les gens, mais il s'agit de comprendre ce sentiment d'injustice qui fait monter finalement la haine ou l'aversion à l'égard des étrangers. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, parce que ceux qui refusent de mettre ces débats sur la table et qui ont laissé ça à la droite de la droite, en fait, font prospérer la droite de la droite. Donc il est temps véritablement de s'emparer de cette question, car encore une fois, le système est contesté. Encore moi, j'ai un ami qui est parti à New York, il est astrophysicien, il ne veut plus revenir en France. Il en a marre de ce système. Il trouve le système américain français américain profondément injuste, mais il ne veut plus revenir en France parce qu'il en a marre de payer des impôts, parce qu'en échange, il ne voit plus la couleur. Et c'est ça le nœud du problème en France, ce sentiment d'injustice. Et le consentement à l'impôt, effectivement, est essentiel, parce que l'impuissance publique et l'impuissance politique, il n'y a rien de pire, effectivement, pour détourner les citoyens du vote et du sentiment d'appartenance à la nation. Donc il faut vraiment là-dessus avoir des choses concrètes. Et c'est là où les 100 jours, effectivement, ça peut être vu comme un slogan, mais c'est aussi sur la rapidité d'action et l'effectivité de l'action, parce que moi je l'ai bien vu quand j'étais député, entre le moment où vous décidez de quelque chose et où vous finissez par voter la loi, vous passez 5 ans. Donc effectivement, les Français ne croient plus en la parole
parole publique parce que ça met trop de temps à rentrer dans leur vie quotidienne. Le problème, c'est que les Français ne croient plus en ce gouvernement. Vous allez réformer comment, en fait? Vous avez été, Madame Borne, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, a été incapable de dégager une majorité sur un texte qui est pourtant au cœur du programme des Républicains. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment Monsieur Macron va diriger ce pays, parce que là, il laisse Madame Borne, et il nous dit qu'il va faire des majorités en fonction des textes, mais il ne trouvera aucune majorité. La vérité, c'est que Emmanuel Macron est aujourd'hui condamné, puisque personne ne veut le rallier, parce que aussi bien à gauche qu'à droite, personne ne veut voter les textes de la majorité, et il y a bien un blocage qui est ici. Donc avant de parler du fond, moi j'aimerais bien parler de la méthode, puisque là, je ne vois pas comment la France va être dirigée pendant 4 ans. Parce que beaucoup d'hommes politiques pensent d'abord à leur carrière politique avant de penser à leurs idées et à leurs idées de départ, parce que Emmanuel Macron n'est pas responsable de la schizophrénie des Républicains. Enfin, je veux dire, c'est pas de sa faute. Ça, je suis d'accord. Oui, mais en fait, il y a un vrai problème quand même c'est qu'en fait, sur le fond de cette question de la fraude sociale, la fraude fiscale, du consentement à l'impôt, etc., à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde sera d'accord sur ce sujet. Le seul problème, en fait, c'est la crédibilité de la parole publique et particulièrement la crédibilité de la parole de nos dirigeants. En fait, là, Bruno Le Maire, ce qu'il est en train de nous expliquer ce matin, hier avec cette déclaration, c'est qu'en réalité, ils ont exigé à des caissières, à des ouvriers, à des chauffeurs routiers de travailler 2 années de plus au prétexte qu'on n'avait pas assez d'argent dans les caisses, avant de nous dire, même pas une semaine après la promulgation de la loi sur les retraites, que finalement de l'argent il y en a dans la fraude sociale, dans la fraude fiscale, et que l'État est enfin prêt à aller mener des économies. Donc en fait, tout l'argument économique, budgétaire et financier qu'ils ont tenu pour faire passer une réforme injuste sur le plan social et sur le plan humain, eh bien aujourd'hui ils sont en train de le balayer en nous expliquant en fait de l'argent il y en a, et c'est seulement maintenant qu'on est décidé à mener la lutte contre la fraude sociale. Quand on a 3-4 milliards sur la fraude sociale, on n'est pas aux 15 milliards de la réforme. 80 milliards, et puis les contributions nettes à l'Union européenne, 9 milliards. Avant d'être en partie retoqué par le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a un index senior, tout ça qui a été retoqué, combien nous rapportait cette réforme? 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'on a mis le pays dans une pagaille monstre, avec un corps social divisé, une opposition hystérisée pour 1 milliard d'euros. Je suis attaché au poids de la dette dans notre pays, mais je me pose la question, est-ce que ça valait le coup? Je n'en suis pas certain. C'est plus qu'un milliard d'euros. Ah non, vraiment, c'était chiffré, je vous assure. Ouais. Alexis? Ouais, mais c'est-à-dire que on cherche l'argent. Il y a une équation insoluble en France, c'est-à-dire qu'on est un des pays du monde les plus taxés. On a des services publics qui sont pas en si bonne santé que ça, ni avec des services aussi efficaces. Et de l'autre côté, on cherche de l'argent, mais pas forcément du bon côté. On sait pas comment. Et il y a un vrai problème de la dépense publique, mais il y a aussi un problème de la recette publique, à savoir évidemment pourquoi il y a autant de colère, parce que c'est tout le temps les mêmes qui ont l'impression de payer. C'est d'un côté vous avez les ultra riches qui organisent l'optimisation fiscale et c'est totalement légal, et de l'autre côté vous avez la fraude sociale, et entre les deux vous avez plein de Français qui sont des Français sans histoire, qui travaillent, qui obéissent aux lois, qui payent leurs impôts et qui se disent mais pourquoi c'est tout le temps moi, sachant qu'en plus l'inflation est en train de rogner leur pouvoir d'achat de manière exceptionnelle. Donc il y a un moment où ça peut pas tenir sur quelques épaules frêles de gens qui en ont marre finalement d'être tout le temps les dindons de la farce. Et c'est ça l'équation insoluble, c'est de dire où va l'argent, où va l'argent enfin. C'est quand même incroyable. Là, je regardais un article du JDD sur les frais de représentation des maires d'arrondissement. C'est dingue. C'est 10 000 euros par an pour pouvoir s'acheter des costards Hugo Boss et aller chez le coiffeur pour des maires d'arrondissement. Est-ce que c'est nécessaire ce genre de dépenses? Est-ce que dans l'état actuel des finances des Français, c'est nécessaire et c'est pas quelque chose qu'il faudrait remettre sur la table? Donc il y aurait besoin d'un audit généralisé pour savoir où va cet argent, à quoi il sert, et puis peut-être de l'orienter correctement là où on en a vraiment besoin, notamment les services publics. Dans la progressivité de l'impôt, je pense qu'il y a largement moyen de parfaire le système, effectivement, parce que l'impôt sur le revenu repose sur une toute petite minorité de Français aujourd'hui. Il faut être relativement clair sur la question. Et qui n'en peuvent plus aussi, parce que c'est les classes moyennes, il y a des choses à supérieures sur la progressivité de l'impôt, sur les différentes tranches, voilà, c'est un ensemble. Mais enfin,
Oui. Après, sur le système des retraites, il faut faire attention parce que j'entendais, on va créer des, enfin pas aujourd'hui, mais on va créer des impôts sur les super profits pour financer les retraites. Enfin, on finance pas des dépenses constantes, voire croissantes, qui sont les dépenses de retraite, avec des ressources fluctuantes. Enfin, je veux dire, l'année où on a une crise financière, ça veut dire qu'on supprime les retraites. On fait quoi? Enfin, je veux dire, là-dessus, il faut se méfier aussi des solutions magiques et des solutions toutes faites. Donc, c'est vrai. Voilà, les retraites, c'est tous les mois aux retraités, il faut verser la même somme, et donc vous pouvez pas appuyer cette dépense-là. Enfin, je veux dire, je suis pas un économiste de haut vol, mais sur des recettes dont vous ne savez pas d'un mois sur l'autre si elles vont être là ou pas là. Non, mais si je me permets, sans être non plus l'avocat de toute l'opposition, ce serait un peu caricatural de résumer les seules solutions en termes de financement de notre système de retraite à la taxe sur les super profits. Ça, c'est évidemment, comment dire, une indication auprès du gouvernement en général pour financer les dépenses constantes sur des. Mais en effet, il y a toutes les politiques à mener sur la natalité, sur la productivité, et puis les bonnes économies justes à mener sur le millefeuille administratif. Et une réflexion sur la capitalisation aussi. Ouais. On n'a pas Allez, entendu parler. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. 10h, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats avec vous. Juste un mot pour terminer avec Bruno Le Maire. C'est vrai que la façon dont il l'a exprimé hier, il semblait découvrir ce qui se passait, quoi. Les Français en ont marre. Bah oui, les Français en ont marre. C'était un peu. Je sais pas s'il y avait un côté un peu joué et surjoué qui interpellait. La suite, l'après-réforme des retraites, on voit que le président de la République veut passer à autre chose très rapidement. Pourtant, la contestation continue. Le 1er mai s'organise. Et puis, il y a une proposition de loi qui va être déposée par le groupe Lyot pour demander l'abrogation de la réforme. Donc, quelle issue? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Qui veut réagir? Quand bien même elle soit votée à l'Assemblée nationale, elle ne sera pas votée au Sénat. Donc je veux dire, enfin, ça va être encore une annonce supplémentaire qui va continuer à mettre en colère pour finalement pas grand chose au bout, parce que le résultat au bout on le connaît. Enfin, je veux dire, proposition de Lyot, ça va être une proposition de loi dans une niche d'un groupe minoritaire. Peut-être qu'elle sera votée, j'en sais rien, on verra. Mais même si elle est votée à l'Assemblée, elle sera pas votée dans les mêmes termes au Sénat. Donc, enfin, je veux dire, ça remet une pièce dans la machine pour, à mon avis, pas grand chose. Ouais. Oui, non, donc c'est plié. Moi, je pense que c'est plié. Les Français vont passer à autre chose. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment Emmanuel Macron va diriger le pays pendant 4 ans. Moi, j'ai écouté son allocution. Je n'ai vu aucune vision. Je n'ai vu aucune mesure concrète. Je sais bien qu'on est dans un pays où l'hyper-président est roi. Mais là, pour le coup, tout le monde a été déçu. On ne sait pas où il veut aller. Il n'a même pas parlé de Madame Borne. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. À un moment donné, on ne comprend pas où il va. Il est quand même là le problème. La loi immigration qui était prévue, alors à un moment donné, il l'a retirée, il va la remettre. On sait très bien qu'il ne trouvera aucune majorité autour de ce texte parce que la droite ne jouera pas le jeu. Donc comment vous allez faire pour diriger le pays pendant 4 ans? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans son jusqu'au-boutisme, Emmanuel Macron a abîmé les institutions de la Ve République. C'est-à-dire que le 49.3, en soi, il a déjà été utilisé des dizaines de fois, ne pose pas forcément problème, mais la manière dont il l'utilise rend finalement illégitime nos institutions, et on est en train de passer d'une crise politique à une crise institutionnelle. Et c'est ça qui est très, très clairement grave. Et moi, je le vois avec mes élèves, puisque c'est un bon laboratoire social. Ils n'en avaient absolument rien à faire de la réforme des retraites, mais le 49.3, qu'est-ce que ça a pu les choquer? Ils ont parlé de déni de démocratie. Et quand on ajoute à ça toute la communication vacillante d'un gouvernement à l'agonie avec Madame Schiappa qui pose dans Playboy, moi mes élèves m'ont dit mais c'est ça la République, monsieur? C'est ça l'exemplarité? C'est ça l'image que l'on veut donner de la France à l'étranger? On n'est même pas capable d'accueillir Charles III? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc quand des collégiens me disent ça, je me dis il y a un vrai problème dans ce pays de légitimité, même de nos institutions, voire du pouvoir, même si moi j'estime qu'Emmanuel Macron est légitime puisqu'il a été élu, il n'y a pas de problème. Mais ils vous ont vraiment dit ça? Bien sûr. Ouais. En 4e, 5e en 3e, parce qu'on est en train de voir les institutions de la Ve République, l'évolution politique depuis 1958, et forcément ils s'interrogent, ils posent des questions. Et quand vous écoutez les lycéens, outre les Manès, Nadel et compagnie, qui sont des succursales du lutte ouvrière et du PCF, là, vraiment il y a une envie de réinventer la politique et d'y participer. On a vécu pendant longtemps avec le postulat qu'on élisait les députés, puis après ils avaient les mains libres
pendant 5 ans. Mais les gens ne veulent plus ça. Ils veulent participer à l'élaboration des lois. Quand vous interrogez la jeunesse, ils aimeraient bien aller dans les partis politiques. Sauf que quand ils vont dans les partis politiques, notamment à droite chez les Républicains, ils voient des vieux qui parlent aux vieux, qui disent des trucs pour des vieux. Surtout... Mais c'est plus possible. Il faut réinventer la politique. Non, mais le fond du problème, et c'était le constat d'ailleurs d'Emmanuel Macron en 2017, c'est que c'est plus dans les partis politiques que naissent les idées. Il n'y a plus d'idées dans les partis politiques. C'est une course de petits chevaux. C'est-à-dire, on détermine quel sera le plus beau pour aller à la prochaine élection, que ce soit une municipale, une régionale, une départementale ou une législative. Mais aujourd'hui, c'est ça le souci. Moi, le fondement de la sape de notre République et de notre démocratie, c'est que on n'a plus effectivement de grandes orientations et de grandes idées qui naissent dans les partis politiques. Et donc, il faut recréer des centres de réflexion associant tous les citoyens et pas juste les Parisiens, mais sur tous les territoires, pour faire naître des idées. Et c'était un peu l'essence du macronisme et d'En Marche en 2017. C'est un peu pour ça que je me suis engagé. Et allez, je vais faire mon mea culpa aujourd'hui. Je pense qu'on s'en est effectivement éloigné et que, notamment en 2022, on n'a pas suffisamment proposé une vraie vision. Et c'est pourtant tout l'objectif d'une élection présidentielle, c'est de proposer de grandes orientations, une vraie vision pour le pays. Et c'est sans doute ce qui explique en partie l'échec aux législatives derrière, c'est qu'on n'a pas su le faire au niveau des présidentielles et des législatives en 2022. Mais aucun parti ne l'a fait. Hein. Et c'est bien le drame. Et c'est bien ce qui détourne aussi les électeurs du vote. Alexis Poulain. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt un surplus de communication politique et un désengagement de la vie politique de nombreux Français. Enfin, les partis traditionnels, on voit dans l'état dans lequel ils sont, c'est difficile. Vous avez des mouvements gazeux ou des mouvements qui sont uniquement des véhicules pour l'élection présidentielle. Et derrière, c'est un concours de pans, en fait, à qui va être le plus beau, effectivement, à qui va faire le plus de promesses. Et ces promesses non tenues, elles font mal à la démocratie au final, parce que on voit bien que les seules promesses tenues sont celles qui font mal. Mais les promesses, par exemple, Emmanuel Macron à Marseille parlait de mettre des assainisseurs d'air dans les EHPAD, les écoles, etc., et qu'on en verrait les résultats à la fin de l'année 2022. Il n'y en a pas eu un qui a été installé nulle part. Et c'est ce genre de discours qui est dangereux et qui est finalement le ciment de ce rejet des élites politiques, de la vie politique en général. Je crois qu'il y a un besoin de davantage de vertu et de moins de communication, de moins de consultants en com autour des gens de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui est délétère. Oui, mais au-delà de la com, il y a l'action. Enfin, c'est ça, c'est surtout ça aussi. Et moi, alors, on n'annonce pas des actions qu'on ne va pas faire. Oui. Voilà. Oui. Moi, ce qui me marque aussi, c'est la vision qu'Emmanuel Macron a des partenaires sociaux. Il y a une vision du syndicalisme qui est quand même singulière, et c'est ce qui explique son divorce avec Laurent Berger. Pour Laurent Berger, tout doit être négocié au niveau national avec les syndicats. Alors que pour Emmanuel Macron, tout doit se faire avec les syndicats au sein de l'entreprise ou au sein des branches. Et donc là, il y a quand même un problème. Et regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il y a une volonté, en effet, de faire passer ce qu'on appelle le pacte, c'est-à-dire faire travailler plus les enseignants contre un salaire supplémentaire. Moi, j'ai rien contre. Je suis pour le travailler plus, pour gagner plus. Simplement, quand vous avez tous les syndicats de l'éducation nationale, et je ne les porte pas forcément dans mon cœur, qui quittent la table et qu'on refuse finalement de revenir sur certains points, ça pose un problème quand même de la conception que l'on a de la démocratie sociale. La démocratie politique doit être supérieure à la démocratie sociale. Mais si vous niez la démocratie sociale et vous l'empêchez finalement de s'exercer, c'est le pays qui vacille et c'est nos institutions qui vacillent. Il faut faire attention à ça. Là où Kevin Bossuet disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'en réalité la crise sociale et donc la crise politique, aujourd'hui à celle-là s'ajoute en fait une véritable crise démocratique. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que pour moi ce n'est pas seulement, c'est même pas du tout de la responsabilité des partis politiques. Moi, personnellement, au Rassemblement national, on se sent très bien. On a des adhésions qui vont croissantes. On a un renouvellement générationnel aussi et une perspective d'avenir avec des jeunes qui sont engagés à l'image de notre président du Rassemblement national comme Jordan Bardella. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, le principal responsable de la situation actuelle, c'est Emmanuel Macron et son action et son bilan politique. En effet, quand on a des dirigeants qui gouvernent, en fait, non pas déjà sans l'avis du peuple et en plus de ça contre l'avis de la majorité du peuple, eh bien, ça fragilise
fragilise énormément la confiance qu'il y a entre les citoyens d'un côté et leurs représentants et les institutions de l'autre. En réalité, la c'est pas lié à Emmanuel Macron, ça fait longtemps. Enfin, le taux d'abstention qui progresse, il date de 10 ans. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, s'est fait élire sur la promesse d'un renouveau démocratique, d'un renouveau du fonctionnement et de la méthode de diriger le pays, et il n'a pas tenu, il n'a pas respecté cette promesse-là. Et c'est là où les Français sont très en colère, et c'est tout à fait compréhensible. En réalité, moi, je pense qu'il y a des chantiers qui sont excessivement urgents et qu'il faut qu'on mette en œuvre le plus rapidement possible. C'est d'abord de mettre en place la proportionnelle aux élections législatives, parce que c'est à partir du moment où vous forcez déjà les représentants du peuple à négocier, à discuter autour de la table. La proportionnelle sur un territoire rural, ça veut dire que vous éloignez le député de des concitoyens. Absolument pas. Avec la proportionnelle, vous pouvez faire des fonctionnements. Vous pouvez faire des fonctionnements exactement comme sur le Sénat. Au Sénat, il n'y a pas des scrutins proportionnels. Eh ben oui, vous avez et vous avez des représentations du coup territoriaux. Et vous avez des représentants territoriaux, donc on est entièrement d'accord. C'est les élus qui sont obligés de voter, qui ont l'obligation de voter. C'est un faux argument. Et enfin, juste pour terminer, la proportionnelle et enfin le RIC. C'est incompréhensible qu'en France, alors que c'est demandé et réclamé par l'intégralité, peut-être même des partis politiques, vous croyez vraiment que les gens se déplaceraient Mais donnons-leur le pouvoir. Ouais. En fait, le pouvoir, ils l'ont aux élections législatives, ils la saisissent pas. Enfin, d'accord, donc en fait, on vote une fois tous les 5 ans et après on n'a plus rien à dire. Mais c'est pas ça la question. En réalité, ce qu'il faut, parce que voyez-vous, s'il y avait eu le référendum d'initiative citoyenne, jamais la réforme des retraites n'aurait pu être appliquée. Donc ce renouveau démocratique, on en a besoin, le renouveau de fonctionnement des institutions. Jamais aucune décision courageuse pour l'intérêt général ne sera prise. Effectivement, on va prendre que des décisions sucrées, sauf que c'est pas comme ça que notre pays va avancer. Il faut voilà, l'intérêt, la politique, c'est pas juste faire plaisir à tout le monde. C'est juste pas ça. C'est pas satisfaire les intérêts individuels. Attention à ne pas abîmer non plus nos institutions en ayant recours trop au référendum aussi. C'est pareil, quoi, un 49.3. Attention pour des textes précis, ok. Pour une texte pour la réforme des retraites, j'en suis moins convaincu. Alexis, mot de la fin. Vous voyez les choses comment, la suite? Sur le mot de la fin, je pense que tout ce débat est là-dessus, c'est-à-dire qu'on a